Un drame, des accusations, des millions de spectateurs divisés. Et si je vous disais qu'un conflit entre deux géants de YouTube pouvait nous enseigner des principes précieux de stoïcisme? Aujourd'hui, on analyse l'affaire Villebrequin sous un angle inattendu, celui de la philosophie. Il y a des histoires qui, en apparence, ne nous concernent pas directement. Pourtant, elles captivent, interrogent et parfois nous troublent. L'affaire Villebrequin en est un parfait exemple, deux amis, deux associés, qui, après des années de succès commun, se retrouvent dans une guerre médiatique où tout semble éclater, amitié, contrat, et peut-être même les valeurs qui les unissaient. Mais pourquoi ces conflits nous fascinent-ils autant? Et surtout, pourquoi nous touchent-ils d'aussi près? Derrière cette querelle publique, il y a des questions universelles. Que faire face à l'injustice? Comment gérer le sentiment d'avoir été trahi ou bafoué? Et comment, surtout, éviter de se laisser emporter par la tempête émotionnelle qui accompagne ce genre de situation? Ce type de drame agit comme un miroir grossissant, révélant des facettes de notre propre vie. Qui n'a jamais vécu un désaccord avec un proche? Une incompréhension qui, peu à peu, devient un conflit plus large qu'il ne devrait l'être? Ces tensions ne sont pas qu'individuelles, elles reflètent également les pressions sociales que nous subissons tous. Dans un monde où la réputation est surmédiatisée et où chaque erreur peut être exposée à des milliers, voire des millions de spectateurs, les enjeux se multiplient. Ce qui était un simple conflit entre deux personnes devient un spectacle suivi par une foule avide d'émotions fortes. Si ce sujet vous intrigue, restez avec nous. Chaque partie de cette vidéo vous apportera des clés essentielles pour mieux comprendre ces mécanismes et surtout pour apprendre à les dépasser. Alors, avant de continuer, pensez à vous abonner à Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Ensemble, nous explorons des principes qui peuvent changer votre quotidien. Ne sautez pas une seule partie, chacune est une brique nécessaire à la réflexion globale. Il y a des histoires qui prennent une ampleur démesurée, bien au-delà de leur sujet initial, et l'affaire Villebrequin en est un parfait exemple. Ce qui n'était au départ qu'une querelle entre deux amis et associés est devenu un véritable feuilleton public, attirant des millions de spectateurs et suscitant des débats enflammés. Mais pour comprendre pourquoi cette histoire a pris une telle ampleur, revenons d'abord sur les faits. Villebrequin, c'était bien plus qu'une chaîne YouTube. Entre 2017 et 2023, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier ont captivé une immense communauté de passionnés d'automobile avec un style unique mêlant expertise et humour décalé. Leur succès était tel qu'ils ont même animé une célèbre émission télévisée, prouvant qu'ils avaient su dépasser les frontières du web. Mais comme souvent, derrière cette image de réussite se cachaient des tensions croissantes. En décembre 2023, tout s'arrête brutalement, la chaîne est mise en pause et les deux associés se séparent officiellement. Ce qui aurait pu rester une séparation professionnelle discrète s'est rapidement transformé en un affrontement public. En août 2024, Pierre Chabrier publie une vidéo explosive dans laquelle il accuse son ancien partenaire de comportements abusifs. Il parle de contrats douteux, de décisions prises sans concertation, et même du rachat controversé du Multipla, le véhicule emblématique de leur chaîne. Cette vidéo, visionnée des centaines de milliers de fois, a marqué le début d'un conflit qui n'a cessé de s'intensifier. Quelques mois plus tard, en janvier 2025, Sylvain Lévy décide de répondre. Dans une vidéo de près d'une heure, il réfute point par point les accusations de Pierre, documents à l'appui. Il dévoile à son tour des éléments personnels, allant jusqu'à aborder des sujets qui, aux yeux de beaucoup, auraient dû rester privés. La tension atteint alors son paroxysme, divisant leur communauté en deux camps opposés. Mais pourquoi ce drame fascine-t-il autant? Il ne s'agit pas seulement d'une querelle entre deux individus. Ce qui retient l'attention, c'est la combinaison explosive d'éléments qui touchent à des cordes sensibles, l'amitié trahie, les questions d'éthique, et l'exposition publique de ces tensions. Chacun de ces thèmes résonne profondément avec des expériences que nous avons tous vécues à un moment ou à un autre, bien que sur une échelle moins visible. Prenons un instant pour réfléchir. Combien d'entre nous ont déjà vécu une dispute où des émotions refoulées depuis des années éclatent soudainement au grand jour? Ces conflits, bien qu'intimes, nous rappellent que les relations humaines sont souvent fragiles. Elles peuvent se construire sur des bases solides, mais un malentendu, une trahison perçue, ou un déséquilibre dans les attentes peuvent suffire à tout faire basculer. Dans ce drame, le spectateur ne se contente pas d'observer, il se projette, il compare, et il prend parti en fonction de ses propres valeurs et expériences. Cette affaire reflète aussi une réalité propre à notre époque, l'impact des réseaux sociaux sur les conflits personnels. Autrefois, une dispute comme celle-ci serait restée privée, connue uniquement des proches. Aujourd'hui, ces tensions deviennent des spectacles suivis par des millions de personnes, chacun ajoutant son grain de sel, partageant son opinion, et exacerbant encore davantage les tensions. Le regard constant du public ajoute une pression énorme sur les protagonistes, les poussant souvent à répondre de manière plus passionnée qu'ils ne l'auraient fait dans un cadre privé.
Mais ce n'est pas tout. L'affaire Villebrequin soulève aussi des questions sur notre propre rôle en tant que spectateur. En suivant avidement ces drames, en alimentant les débats et en prenant parti, ne contribuons-nous pas à envenimer les choses? Ce comportement collectif reflète un besoin de sensations fortes, une soif de narration conflictuelle qui nous fait oublier que, derrière ces querelles médiatiques, se trouvent des individus réels, avec leurs émotions, leurs failles et leurs contradictions. Pourtant, il est facile de juger de loin. Nous pouvons pointer du doigt les excès de Pierre ou de Sylvain, nous indigner de leur comportement, ou au contraire les défendre. Mais la vérité, c'est que ce conflit, malgré son ampleur, nous renvoie à nos propres fragilités. Il agit comme un miroir grossissant, nous montrant à quel point nous sommes tous vulnérables aux émotions, aux malentendus et au regard des autres. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Au-delà des faits et des accusations, l'affaire Villebrequin est une opportunité de réfléchir sur nos propres réactions face au conflit. Comment gérer les tensions lorsque les émotions prennent le dessus? Comment éviter d'aggraver les situations en y ajoutant de la colère ou de l'orgueil? Et surtout, comment retrouver la paix intérieure, même au cœur du chaos? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. En analysant les mécanismes à l'œuvre dans ce drame et en les mettant en parallèle avec des principes stoïciens, nous découvrirons des outils pratiques pour affronter les conflits de manière plus sereine et réfléchie. Restez avec nous, car chaque partie de cette réflexion apportera des clés précieuses pour mieux comprendre ces dynamiques et, surtout, pour les appliquer à votre propre vie. Lorsque l'on observe un conflit tel que celui entre Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, il est facile de se laisser absorber par la surface des événements, les accusations, les justifications, les rebondissements. Pourtant, derrière ce tumulte apparent se cachent des mécanismes profondément enracinés dans notre psychologie et dans la dynamique des relations humaines. Comprendre ces rouages est essentiel pour ne pas se laisser emporter, que l'on soit directement impliqué ou simple spectateur. Tout d'abord, il est intéressant de noter l'attraction presque instinctive que ces drames exercent sur nous. Pourquoi sommes-nous si captivés par ce type d'histoire? C'est parce que les conflits touchent à des dimensions fondamentales de notre nature humaine, la quête de justice, le besoin de comprendre qui a tort et qui a raison, et le désir de s'identifier à l'un des protagonistes. Ces réactions sont souvent influencées par des biais cognitifs, comme le biais de confirmation, qui nous pousse à valider nos croyances en interprétant les faits d'une manière qui nous convient. Dans cette affaire, les spectateurs, qu'ils soutiennent Pierre ou Sylvain, filtrent les informations pour renforcer leur propre point de vue, alimentant ainsi une polarisation qui intensifie le drame. Mais cette fascination ne se limite pas à un simple choix de camp. Elle éveille également des émotions profondes, comme la colère, la tristesse ou même la compassion. Ces émotions ne sont pas anodines, elles sont le reflet de nos propres expériences et blessures. Un désaccord entre deux figures publiques peut résonner avec une dispute personnelle que nous avons vécue, éveillant des souvenirs enfouis. Cela explique pourquoi nous sommes parfois si investis émotionnellement dans des conflits qui, objectivement, ne nous concernent pas. Cependant, cette implication émotionnelle n'est pas sans conséquences. Lorsque nous nous laissons happer par ces drames, nous alimentons involontairement le chaos. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans ce processus. Chaque commentaire, chaque partage, chaque prise de position amplifie le bruit, rendant plus difficile pour les protagonistes de trouver une issue apaisée. Ce phénomène, que l'on pourrait appeler effet d'amplification collective, transforme un conflit privé en une bataille publique où la réconciliation devient presque impossible. Les stoïciens, eux, considéraient ces distractions comme des obstacles à la sérénité. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles ». Cette phrase, d'une simplicité désarmante, nous invite à réfléchir sur la manière dont nous interprétons les événements. En prenant conscience de nos jugements biaisés, nous pouvons apprendre à nous détacher du tumulte extérieur et à retrouver une forme de paix intérieure. Un collègue m'a raconté un jour une expérience qui illustre bien cette idée. Lors d'un projet important, une erreur a été commise, entraînant une série de conflits au sein de l'équipe. Chacun accusait l'autre, et les tensions montaient. Mais au lieu de se joindre aux reproches, ce collègue a choisi de prendre du recul. Il a écouté les arguments de chacun sans intervenir, puis a proposé une solution simple et pragmatique. Cette approche a non seulement désamorcé la situation, mais elle a également permis de restaurer la confiance au sein de l'équipe. Ce détachement, loin d'être une fuite, était une preuve de maîtrise émotionnelle. Dans l'affaire Villebrequin, une attitude similaire aurait pu éviter bien des dérapages. Mais ce type de recul n'est pas facile à adopter, car il va à l'encontre de nos instincts. Lorsqu'un conflit éclate, notre esprit est immédiatement attiré par le tumulte, cherchant à comprendre, à juger, à réagir. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de tension que le stoïcisme peut nous offrir une boussole précieuse. Ainsi, le chaos des conflits, qu'ils soient publics ou privés,
n'est pas seulement une source de distraction ou de division. Il est aussi une opportunité de réflexion et de croissance personnelle. En apprenant à identifier les mécanismes à l'œuvre, nos biais, nos émotions, nos jugements, nous pouvons transformer ces situations en occasion de cultiver notre sagesse et notre sérénité. Et c'est précisément ce regard stoïcien que nous allons approfondir dans la suite de cette réflexion. Face à une situation perçue comme injuste, tout en nous semble vouloir réagir. La colère monte, l'envie de rétablir la vérité nous consume, et parfois, nous nous précipitons dans des actions ou des paroles que nous regrettons ensuite. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. La véritable puissance réside dans notre capacité à garder notre calme, même lorsque l'injustice semble nous submerger. L'histoire de Pierre et Sylvain est l'illustration parfaite de ce dilemme. Lorsqu'une accusation publique est lancée, le besoin de répondre devient presque irrésistible. Chaque vidéo, chaque commentaire, chaque preuve partagée alimente une spirale où les émotions prennent le dessus sur la raison. Ce phénomène, bien que compréhensible, montre à quel point il est difficile de prendre du recul lorsqu'on se sent attaqué. Mais pourquoi réagissons-nous ainsi? La colère face à l'injustice est souvent liée à un sentiment d'impuissance. Lorsqu'on a l'impression que nos droits, nos valeurs ou notre dignité sont bafoués, notre esprit cherche à regagner le contrôle. Ce besoin de rétablir l'équilibre, bien que naturel, peut nous entraîner dans des comportements impulsifs, voire destructeurs. Sénèque disait « La colère est une courte folie ». Cette phrase nous rappelle que si nous laissons cette émotion nous guider, elle peut nous faire perdre de vue ce qui compte réellement. Une ancienne collègue m'a confié un jour une histoire qui m'a marqué. Alors qu'elle venait de commencer un nouveau poste, un malentendu avec son supérieur a failli lui coûter sa réputation. Plutôt que de réagir immédiatement, elle a pris une semaine pour analyser la situation, consulter des collègues, et préparer une réponse claire et posée. Cette maîtrise de soi a non seulement désamorcé le conflit, mais elle lui a permis de gagner le respect de son équipe. Dans l'affaire Villebrequin, on peut imaginer que si Pierre ou Sylvain avaient adopté une approche similaire, beaucoup de tensions auraient pu être évitées. Mais cela nécessite une profonde réflexion sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Marc Aurèle, dans ses écrits, insistait sur ce point. Tu ne peux contrôler les actions des autres, mais seulement les tiennes. En acceptant cette vérité, nous pouvons éviter de nous laisser entraîner dans des conflits qui ne font qu'ajouter à notre souffrance. La maîtrise de soi face à l'injustice est donc bien plus qu'une simple réaction. C'est un choix délibéré de préserver notre sérénité et notre énergie. Cela ne signifie pas ignorer l'injustice, mais y répondre avec clarté et intégrité. En cultivant cette approche, nous devenons moins vulnérables aux provocations extérieures et plus aptes à agir avec sagesse. Dans une société où tout semble public, la réputation est devenue une monnaie d'une valeur inestimable. Nous investissons du temps, de l'énergie, et parfois même notre paix intérieure pour préserver une image parfaite aux yeux des autres. Dans l'affaire Villebrequin, le conflit entre Pierre et Sylvain n'est pas seulement un désaccord personnel, c'est une bataille publique pour la reconnaissance, l'image et l'influence. Mais pourquoi accordons-nous tant d'importance à ce que les autres pensent de nous? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à notre instinct social. Pendant des millénaires, appartenir à un groupe était une question de survie. Être exclu signifiait souvent être confronté à des dangers mortels. Aujourd'hui, ces menaces physiques ont disparu, mais notre esprit continue d'associer l'acceptation sociale à un besoin vital. Cette dynamique est exacerbée par les réseaux sociaux, où chaque commentaire, chaque like, chaque partage renforce l'idée que notre valeur dépend du regard des autres. Dans l'affaire Villebrequin, on observe comment la réputation devient une prison. Les deux protagonistes, en cherchant à défendre leur honneur, se retrouvent enfermés dans une spirale où chaque déclaration publique les pousse à en faire davantage. Mais cette quête de validation a un coût. Elle ne fait pas que les éloigner de leur paix intérieure, elle fragilise également leur capacité à résoudre leurs conflits de manière constructive. Comme Épictète le disait si bien, celui qui veut plaire à tout le monde n'est maître de rien. Pour illustrer cette idée, imaginez un instant que vous soyez confronté à une critique injustifiée au travail. Votre premier réflexe est peut-être de vous justifier, de prouver que vous avez raison, de restaurer votre image aux yeux de vos collègues. Mais en vous concentrant sur la perception des autres, vous oubliez ce qui est réellement sous votre contrôle, votre comportement, votre réaction et vos propres valeurs. En fin de compte, chercher à plaire à tout prix finit souvent par vous éloigner de votre véritable identité. Les stoïciens nous invitent à adopter une approche radicalement différente. Ils nous rappellent que la réputation, bien qu'importante dans un contexte social, ne doit jamais devenir une obsession. Marc Aurèle écrivait « Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire ». Cette phrase peut sembler difficile à appliquer, mais elle renferme une sagesse essentielle. La liberté commence lorsque l'on cesse de chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Un autre aspect souvent ignoré est l'impact de cette quête de réputation sur notre propre bien-être.
Plus nous cherchons à impressionner les autres, plus nous nous éloignons de nos valeurs fondamentales. Dans l'affaire Villebrequin, cette dynamique est particulièrement visible. En exposant publiquement leurs conflits, Pierre et Sylvain cherchent à gagner le soutien de leur communauté. Mais à quel prix? Leur amitié, leur respect mutuel, et même leur tranquillité d'esprit semblent avoir été sacrifiés sur l'autel de la reconnaissance publique. Cependant, se détacher de la réputation ne signifie pas ignorer totalement ce que les autres pensent. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de reconnaître que, si l'opinion des autres peut parfois être utile, elle ne doit jamais dicter nos actions ou définir notre valeur. Cette distinction est essentielle pour éviter de tomber dans l'extrême inverse, où l'on rejette toute critique extérieure, même constructive. Dans un monde où l'image publique prend de plus en plus de place, apprendre à relativiser la réputation est un acte de résistance. Cela nous permet de nous recentrer sur ce qui est vraiment important, notre intégrité, nos valeurs et notre paix intérieure. Car en fin de compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous qui compte, mais ce que nous pensons de nous-mêmes. Si l'on devait choisir un symbole pour résumer l'affaire Villebrequin, ce serait sans doute le fameux multiplat. Cette voiture, devenue emblématique de leur chaîne, est au cœur du conflit. Mais derrière cette bataille pour un véhicule se cache une question bien plus profonde, celle de nos priorités et de la manière dont nous définissons la richesse. Dans notre société, les objets matériels occupent une place centrale. Ils sont souvent perçus comme des marqueurs de succès, de statut, ou même de bonheur. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que ces biens ne sont que des possessions extérieures, et que leur valeur réelle est bien inférieure à celle de nos valeurs intérieures. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la richesse qui rend heureux, mais la modération ». Cette phrase, simple en apparence, remet en question l'idée selon laquelle accumuler des biens ou des symboles de réussite peut réellement combler nos aspirations profondes. Revenons à l'affaire Villebrequin qui nous intéressait ici. Le multiplat, bien qu'un objet inanimé, est devenu le point de cristallisation de tensions bien plus larges. Pierre et Sylvain se disputent sa possession, mais ce n'est pas le véhicule en lui-même qui est en jeu, c'est ce qu'il représente. Pour l'un, il symbolise le travail accompli ensemble. Pour l'autre, il incarne une forme de continuité dans l'héritage de leur chaîne. Mais dans cette lutte, l'essentiel est perdu de vue, le respect, l'amitié et les valeurs qui les unissaient autrefois. Pensez à un moment où vous vous êtes disputé avec un proche pour quelque chose qui, avec du recul, vous semble insignifiant. Peut-être était-ce une somme d'argent, un objet prêté ou un malentendu. Ce genre de conflit, bien qu'apparemment banal, révèle souvent des enjeux plus profonds, des blessures émotionnelles, des attentes déçues, ou un besoin de reconnaissance. Dans ces situations, il est facile de se perdre dans la bataille et d'oublier ce qui est vraiment important. Pour les stoïciens, la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la maîtrise de soi et dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs, même dans l'adversité. Marc Aurèle écrivait « L'homme riche est celui qui se satisfait de peu ». Cette approche ne consiste pas à rejeter les biens matériels, mais à ne pas leur accorder une importance démesurée. Dans un conflit comme celui de l'affaire Villebrequin, cette perspective pourrait transformer la dynamique. En se recentrant sur ce qui compte vraiment, leurs valeurs communes, leur respect mutuel, et leur vision partagée, Pierre et Sylvain auraient pu éviter de transformer un objet matériel en source de division. Ainsi, la richesse, au sens stoïcien, n'est pas une question de possession, mais de perception. C'est notre capacité à rester ancrés dans nos principes, à ne pas nous laisser distraire par les illusions du monde extérieur, et à trouver la paix dans ce que nous avons déjà. Lorsque les émotions s'enflamment, elles agissent comme un feu qui se propage rapidement, dévorant tout sur son passage. Dans l'affaire Villebrequin, chaque accusation publique et chaque justification n'ont fait qu'alimenter un cercle vicieux où les tensions augmentaient de manière exponentielle. Ce phénomène, que l'on peut qualifier d'escalade émotionnelle, est au cœur de nombreux conflits. Mais comment se déclenche-t-il, et surtout, comment peut-on l'éviter? À la base de cette dynamique se trouve une réaction humaine universelle. Lorsque nous sommes confrontés à une attaque, notre instinct nous pousse à riposter. Ce mécanisme, ancré dans notre biologie, nous servait autrefois à nous défendre face à des menaces physiques. Aujourd'hui, ces menaces prennent des formes différentes, mais notre esprit continue de réagir de la même manière. Une parole blessante ou une critique peut suffire à déclencher un sentiment d'injustice et un besoin irrépressible de répondre pour restaurer notre dignité. Pourtant, ces réactions impulsives ont souvent l'effet inverse, elles enveniment la situation au lieu de l'apaiser. Prenons une situation familière, un désaccord dans une relation amicale. Vous reprochez à un ami un comportement qui vous a blessé, et il répond en se défendant ou en critiquant à son tour. La discussion, au lieu de résoudre le problème, devient un échange de reproches. Plus les deux parties insistent pour avoir raison, plus la tension monte, et plus la relation s'érode. Ce processus est amplifié dans des contextes publics, où chaque mot est scruté,
interprété et jugé par une audience extérieure. Les réseaux sociaux, dans ce contexte, agissent comme un accélérateur de l'escalade émotionnelle. Chaque commentaire, chaque partage, chaque vidéo ajoute une couche de complexité au conflit. Dans l'affaire Villebrequin, les réactions des spectateurs ont probablement renforcé le besoin de Sylvain et Pierre de se justifier et de prouver leur point de vue. Mais cette amplification extérieure ne fait qu'intensifier les émotions déjà en jeu, rendant toute réconciliation plus difficile. Les stoïciens avaient une vision claire de ce phénomène. Pour eux, la clé pour éviter l'escalade émotionnelle réside dans la capacité à maîtriser ses réactions initiales. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise dans l'instant évite de regretter ses paroles pour toujours ». Cela implique de reconnaître l'émotion qui monte en nous, de la nommer, et de lui laisser le temps de se dissiper avant de répondre. Cette pause, bien qu'elle semble simple, demande une discipline immense, car elle va à l'encontre de nos instincts les plus profonds. Un ami m'a raconté une histoire qui illustre bien cette idée. Lors d'une réunion tendue, il s'est senti attaqué par un collègue qui remettait en question ses compétences. Plutôt que de réagir immédiatement, il a choisi de prendre quelques instants pour respirer et analyser la situation. Cela lui a permis de répondre calmement, en recentrant la discussion sur les faits plutôt que sur les émotions. Cette approche non seulement désamorça le conflit, mais transforma également la perception que ses collègues avaient de lui, renforçant leur respect pour sa capacité à garder son sang-froid. Dans l'affaire Villebrequin, cette approche aurait pu changer la dynamique du conflit. Si l'un des deux protagonistes avait choisi de ne pas répondre immédiatement aux accusations, mais plutôt de se concentrer sur une résolution discrète et constructive, le drame public aurait peut-être été évité. Mais cela demande un certain courage, celui de résister à l'envie de se défendre à tout prix, et de privilégier une vision à long terme sur des gains émotionnels immédiats. En fin de compte, l'escalade émotionnelle est un piège dans lequel nous tombons tous, à des degrés divers. Mais en cultivant une conscience stoïcienne, nous pouvons apprendre à reconnaître ce piège et à y échapper. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions ou accepter passivement les injustices, mais plutôt prendre le temps de choisir une réponse qui reflète nos valeurs et notre intégrité. Le monde dans lequel nous vivons est souvent chaotique. Les conflits, les injustices, les tensions sociales et les drames personnels semblent se succéder sans fin, créant un environnement où il devient difficile de trouver un véritable calme. L'affaire Villebrequin en est une représentation frappante, un tourbillon de querelles, de jugements et d'expositions publiques. Mais dans ce chaos, existe-t-il un moyen de préserver une paix intérieure durable? Pour les stoïciens, la réponse est un oui catégorique. Cette paix ne se trouve pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre propre esprit. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette perspective change tout. Elle nous invite à accepter l'imperfection du monde et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées, nos émotions et nos actions. Prenons un moment pour réfléchir à une situation personnelle. Imaginez-vous face à un problème qui échappe totalement à votre contrôle, une injustice au travail, un conflit familial ou une situation politique frustrante. Votre première réaction pourrait être de vous battre contre cette réalité, d'essayer de la changer coûte que coûte. Mais cette lutte, bien qu'honorable, est souvent vaine et épuisante. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pourriez choisir de rediriger votre énergie vers ce qui est en votre pouvoir, votre manière de réagir, vos priorités et votre attitude face à l'adversité. Cette approche est particulièrement pertinente dans un monde surmédiatisé, où chaque événement semble exiger une opinion immédiate. Dans l'affaire Villebrequin, Pierre et Sylvain ont été constamment exposés aux jugements extérieurs, amplifiant encore leur propre stress. Mais cette exposition ne devait pas nécessairement définir leur réaction. En choisissant de se détacher des opinions publiques, ils auraient pu préserver une forme de sérénité, même au cœur du tumulte. Pourtant, trouver la paix intérieure n'est pas une tâche facile. Cela demande une discipline quotidienne, une volonté de questionner nos pensées automatiques, et une capacité à accepter l'incertitude. Mais les bénéfices de cette pratique sont immenses. En cultivant une paix intérieure, nous devenons plus résilients face aux épreuves, plus lucides dans nos décisions, et plus en phase avec nos valeurs profondes. En fin de compte, cette quête de sérénité est au cœur du stoïcisme. Elle ne consiste pas à fuir le chaos, mais à apprendre à vivre en harmonie avec lui. Car comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui gêne l'action devient l'action elle-même. En d'autres termes, les défis que nous rencontrons ne sont pas des obstacles à notre développement, mais des opportunités de grandir et de renforcer notre esprit. En observant l'affaire Villebrequin, on pourrait facilement se perdre dans les accusations, les tensions et les rebondissements. Mais ce conflit, comme tant d'autres dans nos vies personnelles ou dans la sphère publique, nous offre une opportunité précieuse,
celle de réfléchir à la manière dont nous réagissons face aux tumultes extérieurs. Ce n'est pas le drame en lui-même qui importe, mais ce qu'il révèle de nos mécanismes émotionnels, de notre rapport aux autres et de nos priorités. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, le stoïcisme propose des outils puissants pour naviguer dans ces eaux troubles. Apprendre à maîtriser ses émotions, à ne pas céder au piège de l'escalade émotionnelle et à trouver une paix intérieure malgré le chaos, ce sont des compétences qui peuvent transformer notre quotidien. Et ces principes ne sont pas théoriques, ils peuvent être appliqués dès aujourd'hui, dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous êtes confronté à une injustice, rappelez-vous que vous contrôlez vos réactions, pas les actions des autres. Quand une dispute menace de s'intensifier, prenez le temps de respirer et de choisir vos mots avec soin. Et lorsque le monde semble tourner à la folie, recentrez-vous sur ce qui compte réellement pour vous. Je vous invite à réfléchir. Quelle situation dans votre vie actuelle pourrait bénéficier d'un regard stoïcien? Quel conflit, quel doute, quel tourment pourriez-vous apaiser en appliquant ces principes? Partagez vos réflexions dans les commentaires, vos expériences, vos succès, ou même vos défis. Ensemble, nous apprenons à mieux vivre et à cultiver notre sérénité. Et surtout, souvenez-vous, chaque pas vers la sagesse est un pas vers une vie plus épanouissante. Le stoïcisme n'est pas une philosophie figée dans le passé, mais une boussole pour notre monde moderne. Alors commencez dès aujourd'hui, avec ces premiers outils, votre propre cheminement vers une vie plus calme, plus réfléchie et plus alignée avec vos valeurs. Mes chers amis stoïciens, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines réflexions.